Cette Écoutez, conférence va maintenant être enregistrée. on va effectivement démarrer. Donc, je vous remercie à toutes les deux, Anya et Eliette, de l'ARAC, donc d'animer ce webinaire hein, sur les femmes et les hommes au cœur de l'industrie du futur. Donc, il y a juste un truc qu'on oublie souvent dans l'industrie du futur, c'est qu'il y a de la techno, on a tout mis en place, mais on a juste oublié les hommes, qui sont quand même les ressources les plus riches de l'entreprise et qui parfois sont oubliées dans cette industrie du futur. Elles ne savent même pas forcément comment se positionner. Enfin, on est sur des sujets d'adéquation RH et de nouvelles technologies, d'impact de l'industrie du futur sur le facteur humain, d'impact sur l'organisation. On avait travaillé ces sujets-là ensemble. Donc, je le rappelais à l'instant, il y a 2 ans, un atelier autour de l'industrie 4.H, dans lequel un certain nombre d'entreprises avaient participé. C'était un atelier participatif, et je vous remercie à l'époque d'avoir également animé cet atelier. Et d'où est né, alors c'était un programme, Industrie 4H, et puis 4.H, pardon. Il a dû être reconfiguré en tout cas, je pense que vous l'avez reconfiguré et que vous en êtes inspiré pour ce programme d'accompagnement dans Ambition Éco Industrie du futur, dont nous sommes ambassadeurs, Montblanc Industrie. Donc, c'est un programme de la région, mais que vous portez. Et en tout cas sur cet aspect facteur humain. Et donc, merci à vous de répondre à un certain nombre de questions justement sur l'adéquation RH nouvelles technologies. Donc, je vous laisse la parole pour une demi-heure de présentation. Peut-être Justine, juste avant que vous preniez la parole, peut nous rappeler les modalités d'intervention et les bonnes règles en vigueur là, pour le bon déroulement de notre webinaire. Oui, alors juste pour précision, donc on va avoir une trentaine de minutes de présentation, une trentaine de minutes de questions-réponses. Merci à tous les participants de bien couper vos micros et les caméras pour des raisons de bande passante et de grésillement si vous laissez les micros ouverts. Si vous pouvez bien indiquer aussi vos noms et prénoms pour notre suivi, qu'on puisse après vous renvoyer bien à tout le monde la présentation et le replay. Concernant les questions, remarques, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Dans le chat, donc la petite bulle est en haut à droite de l'écran GoToMeeting, donc n'hésitez pas à passer par ce biais-là. Nous, on recensera et puis on livrera les questions aux intervenantes de la deuxième partie. Et puis, là, vu qu'on n'est pas très nombreux, peut-être qu'on pourra vous donner la parole si vous voulez vous exprimer à voix haute pour poser des questions. Voilà. Dans ce cas-là, il faudra juste allumer votre micro et puis nous faire signe. Voilà, donc pour les règles. Anya et Eliette, c'est à vous pour une demi-heure d'intervention et ensuite on passera à une demi-heure de questions-réponses. Merci beaucoup. Donc effectivement, donc nous sommes Eliette Darnaud pour ma part et ma collègue Anya Lehmann. On travaille à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Donc l'ARACT, c'est l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc c'est une association qui compte environ 25 salariés et qui traite de la question des conditions de travail, des conditions d'emploi et du dialogue social dans les entreprises. Et c'est plutôt à destination des TPE et PME. On fait partie d'un réseau qui comprend une association par région, finalement, 17 associations, et qui est régie en fait par une agence nationale qui est l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui elle est rattachée au ministère du Travail. C'est un peu une sorte de mix entre du public et du privé. Voilà donc rapidement de quel point de vue on parle. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter donc des résultats, des éléments qu'on a pu tirer de ce premier projet dont on a parlé avant, qui est Industrie 4.H, mais surtout en fait d'une action qu'on mène avec la région au sein du programme Ambition Éco, être accompagné dans mon projet Industrie du futur. Je fais un petit disclaimer parce qu'on a vu la liste des participants.
parmi les participants, il y a des gens qui ne peuvent pas prétendre à l'aide de la région, être accompagnés par mon projet Industrie du futur. Pour autant, les offres en fait qu'on vous présente là, ce qu'on va vous présenter là, c'est valable pour toute taille d'entreprise. Et bien entendu, si c'est des choses qui vous intéressent, des sujets que vous avez envie de traiter au sein de votre entreprise, on est tout à fait ouvert pour en discuter avec vous, que ce soit dans ce programme-là ou en dehors de ce programme-là. Voilà pour le petit disclaimer du début. Donc, comme ne l'indique pas le titre de ma slide, c'est bien un webinaire sur les hommes et les femmes au cœur de l'industrie du futur. Donc, avec en fait la présentation finalement de ces 3 offres au sein du programme de la région. Et donc, j'essaie de passer à la diapo suivante. Vous pouvez utiliser les flèches sur votre clavier. Oui, ça ne marche pas. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Désolée. Et donc, finalement, pourquoi prendre en compte les hommes et les femmes au travail? C'est un peu la question de départ. Pourquoi on s'embête avec ça, finalement? Il y a une première étude de Osborne & Frey qui est sortie en 2013 qui annonçait que 47% des emplois étaient menacés par la disparition d'ici 20 ans à cause de la numérisation. L'OCDE contre-attaque en 2016 en disant non, c'est pas 47%, c'est 9% des emplois qui sont menacés. Alors, qu'est-ce que j'essaye de dire à travers ces 2 études? C'est que déjà, on a du mal à mesurer les conséquences futures sur l'emploi. Mais pour autant, Osborne & Frey n'ont pas complètement tort en disant que beaucoup d'emplois vont être impactés par le numérique parce qu'effectivement, s'ils ne disparaissent pas, ils vont évoluer. Ce qu'on constate aussi, et ce qu'on a pu constater au travers du projet Industrie 4.H, et ce qu'on constate tous les jours quand on va dans des ateliers, c'est qu'il y a toujours des femmes et des hommes dans les ateliers de production dans l'industrie. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que leur travail évolue. C'est plus le même quand on numérise, quand on automatise, on ne fait plus le même travail. Ce qu'on voit aussi, c'est que les compétences, elles évoluent et que finalement, ce qui va faire la différence entre une entreprise qui installe un projet et c'est un succès, et une entreprise qui installe une machine et c'est un échec, c'est aussi la capacité du personnel à se servir de cet outil et leur maîtrise de ces technologies. Donc finalement, c'est bien les hommes et les femmes qui sont détenteurs du savoir-faire de l'entreprise. Et on parle souvent de facteur humain, mais on a un peu du mal à le définir. Donc, qu'est-ce que c'est que le facteur humain? D'une part, on peut penser que c'est un risque. On va trouver cette notion en fait de facteur humain comme un risque, par exemple dans l'aéronautique, où on parle souvent d'erreurs humaines, ou dans le secteur nucléaire. Certaines personnes comme moi auraient tendance à dire bah, c'est un facteur de performance, c'est ce qui fera la performance de votre entreprise. En étant un peu plus rationnel, on peut dire que c'est un facteur parmi d'autres au sein de l'entreprise et c'est finalement la part de l'humain dans le fonctionnement du système. Et ce facteur-là, il a ses limites liées à la force des gens qui travaillent, leur capacité, leur amplitude de travail, leur âge, la fatigue qui s'installe. Il y a aussi sa valeur ajoutée avec la capacité d'adaptation, la capacité d'apprendre, les savoir-faire développés, la réactivité que peut avoir un humain en général. Et il s'inscrit dans un environnement, dans un collectif de travail, dans un environnement de travail. Et il a ses conditions en fait d'application, on pourrait dire, au travers des conditions d'emploi, mais aussi des conditions de travail. Voilà à peu près ce que j'essaye d'en dire rapidement. Mais pour vous illustrer tout ça, on s'est dit que ça serait plus simple avec un cas d'entreprise qui est tiré donc du projet Industrie 4.H. C'est donc un fabricant de meubles de Haute-Savoie qui a mené un projet qui était assez technocentré et qui s'est retrouvé en fait confronté, on va dire, à un mur qui est le mur qu'on appelle nous le mur du facteur humain. Mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait des hommes et des femmes au travail, enfin, comment on intègre les gens tout simplement à nos projets très technologiques. Donc eux, ils installaient un centre d'usinage connecté
Donc, c'est-à-dire qu'on commande le meuble sur Internet ou dans une de leurs boutiques. Et une fois que le meuble est commandé, ça rentre dans leur système informatique. Et à ce moment-là, c'est la machine qui prend le relais, qui va s'assurer que la matière première est disponible, lancer la mise en fabrication, découper les planches, optimiser le découpage des planches en fonction de l'accumulation des commandes et ordonnancer la production. Pourquoi ils ont investi dans ce type de centre d'usinage? C'est déjà pour augmenter les volumes de production sans pour autant augmenter les surfaces de production et le nombre de salariés. C'était aussi l'objectif de lisser la masse salariale sur l'année, de ne plus avoir des tendances saisonnières où il faut embaucher beaucoup d'intérimaires puis finalement ne plus avoir d'intérimaires. C'était passé d'un flux poussé à un flux tiré. Jusqu'à présent, on construisait un meuble, on le mettait en vente. S'il était vendu, il n'était pas vendu. Voilà, ça se passait un peu comme ça. Et donc là, l'idée, c'est on commande un meuble et finalement on le fabrique. Et le dernier point qui finalement est une caractéristique de l'industrie 4.0, c'est la masse personnalisation, c'est-à-dire d'être en capacité de fabriquer de façon industrielle des très petites séries, voire des produits uniques. Et c'est vraiment ce que permet ce genre d'outils connectés et très flexibles en fait sur la fabrication. Voilà un peu l'idée qu'avait au départ l'entreprise. Maintenant, si on fait un peu un focus sur les enjeux de l'emploi et du travail, ce qu'on a pu voir, c'est que déjà, ils ont fait le choix du maintien on a pu constater qu'ils ont fait le choix de maintenir les effectifs. Il y a eu 0 licenciement dans ce projet-là. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, ils ont reclassé l'ensemble du personnel et que des postes de manutention sont devenus des postes de surveillance. Donc, on a pu voir que ça a entraîné une diminution importante de la pénibilité physique au sein de l'entreprise, en tout cas sur cet atelier d'usinage, et une montée en compétences du personnel sur de nouveaux postes. Donc, avant, on bougeait des planches, maintenant, on surveille des machines. C'est plus les mêmes savoir-faire, c'est plus les mêmes compétences qui sont sollicitées. Ce qu'on a pu aussi voir, c'est que dans leur entreprise, ils n'ont pas forcément anticipé ces évolutions de poste. Et donc, ce qui était prévu au départ, c'est qu'il n'y avait pas de requalification de poste, il n'y avait pas de requalification de rémunération. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que ça pose des questions de requalification des postes, finalement, de qui va où et qu'est-ce qu'on fait, et surtout des revendications salariales importantes, qui a pu aussi mener l'entreprise au bord d'un conflit social majeur, et finalement, pas parce qu'on avait besoin de ces gens-là et que leurs revendications peut-être étaient jugées légitimes, ça s'est facilement dénoué. Et aussi, on a pu aussi constater une redéfinition des critères de recrutement pour les postes d'atelier. Quand on est arrivé, la DRH nous a expliqué qu'en gros, maintenant, si on devait recruter des gens dans l'atelier, ça serait des Bac+2, des BTS électroméca. Et on leur a dit, OK, vous avez essayé de recruter récemment? Oui, oui. Et donc, vous avez trouvé du monde? Bah non, pas trop. Ah ouais, parce que ça n'intéresse pas des BTS électroméca de travailler en 3-8 pour surveiller les machines. Il faut dire les choses clairement. Donc, beaucoup de difficultés de recrutement. Et donc, tout ça, ça nous a amené à en fait, illustrer ces phénomènes au travers de 3 cas caractéristiques qu'on a rencontrés dans cette entreprise, où on voit bien que les profils initiaux ne sont pas du tout des gens qui travaillent dans l'ameublement. Ce sont qui d'un BTS agricole, d'un BTS vente, ou même d'un CAP cuisine pour cette jeune femme de 25 ans. Tous les 3 partis avec un poste d'opérateur de production de base et voire même dans un cas d'intérimaire, donc il était là plutôt de façon temporaire. Et finalement, ce qui a fait la différence pour ces gens-là, c'est leur capacité soit à s'investir pour ce fameux intérimaire, soit à mobiliser des compétences qu'ils avaient par ailleurs acquis dans leurs loisirs, dans leur vie personnelle. D'un côté, on a quelqu'un qui est photographe amateur et qui a une bonne maîtrise de l'interface numérique. Et donc, cette personne-là a pu évoluer en tant qu'hyperviseur, c'est-à-dire qu'il va gérer des données qui sont abstraites, s'assurer que le flux de données correspond au flux de matière sur l'ensemble du flux de production côté usinage.
On a un homme de 35 ans qui s'investit fortement dans le projet, qui remonte de l'information tout au long de l'installation. Et donc, il connaît les installations. Finalement, au moment où le centre d'usinage est lancé, il connaît bien l'installation et donc il décroche un poste de superviseur où en fait, son rôle, c'est de surveiller la machine et d'analyser les dérives en fait qu'il peut constater et d'anticiper des usures d'outils de sciage, d'outils de découpe. Et donc, la caractéristique de son poste, c'est qu'il est en surveillance toute la journée. Et si tout se passe bien dans la journée, il ne se passe rien. Mais par contre, il a une capacité, il a la nécessité d'être très réactif dans le cas où il se passerait quelque chose. Et dans le dernier cas, on a cette jeune femme de 25 ans qui est opératrice de production, qui est à l'aise avec les nouvelles technologies et qui, elle, a su saisir une opportunité, quelque chose qui a été porteuse pour elle. Elle est devenue contrôleuse, donc elle est en bout de ligne. Et elle a aussi l'avantage d'avoir la connaissance du bois. Dans son métier précédent, dans celle d'opératrice de production, elle a appris à repérer en fait les évolutions, à quoi correspondaient les défauts en fait. Elle sait que quand il y a tel défaut, c'est tel scie qui est à remettre en cause ou tel outil de perçage qu'il faut changer, faire évoluer. Et cette connaissance en fait du cœur de métier initial et sa capacité d'analyse et le fait qu'elle est à l'aise avec les nouvelles technologies lui a permis d'aller sur le poste le plus qualifié de l'atelier. Elle a 25 ans aujourd'hui, elle est sur le poste le plus qualifié de l'atelier. Et tous ces gens-là nous disent, on adore notre métier, mais on ne ferait pas ça toute notre vie. Parce que, au bout d'un moment, l'ennui s'installe, on tourne un peu en rond. Et donc, du coup, se pose la question, mais qu'est-ce que ces gens vont faire demain? Et qu'est-ce qu'on va proposer à cette jeune femme qui est très jeune, qui n'est pas dans l'entreprise depuis très longtemps, mais qui a su s'investir et qui a su développer des compétences? Qu'est-ce qu'on va lui proposer une fois qu'elle a atteint ce poste qui est le mieux rémunéré, le plus qualifié de l'atelier? Eh bien, on n'a pas de réponse à ça aujourd'hui. Mais par contre, finalement, ce qu'on en tire comme enseignement, c'est qu'il y a plein de questions à se poser quand on investit dans une nouvelle machine, dans un nouveau logiciel. C'est déjà comment on repère les compétences en fait qui vont être nécessaires demain sur notre nouvelle installation. Et une fois qu'on a repéré les compétences nécessaires, comment on attire les gens qui ont ces compétences, comment on attire ces fameux talents en fait, qui ne sont pas forcément des bac+2 électroméca, qui sont des gens comme les gens qui sont dans l'atelier, ça fonctionne aujourd'hui, et ces gens-là n'ont pas un BTS électroméca, et ça fonctionne. Donc, comment on fait pour repérer ces gens qu'on peut très bien faire monter en compétences et intégrer dans nos équipes? Et finalement, quel parcours professionnel on va leur proposer? Parce qu'une fois qu'ils sont dans notre équipe, il faut les faire évoluer. Il faut les faire évoluer parce qu'il va falloir assumer et assurer un turnover régulier en fait sur ces postes-là. Et finalement, on voit bien que si à turnover, il y a aussi des compétences à conserver dans l'entreprise et à s'assurer qu'on les garde dans l'entreprise. Et c'est finalement comment être gardien des cœurs de métier. Parce que si cette jeune femme est compétente en tant que contrôleuse, c'est bien parce qu'auparavant, elle a découpé des planches de bois. Et demain, la personne qui la remplacera, est-ce qu'elle aura découpé des planches de bois? Et est-ce qu'elle aura ces compétences-là? Est-ce qu'elle sera du coup autant performante? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et pour essayer de tenter de répondre à ces questions dans des projets peut-être plus modestes en fait que celui que je viens de vous proposer, au sein d'Aract, on a développé 3 offres, donc qui s'intègrent bien dans le programme ambition PME, être accompagné dans mon projet Industrie du futur, qu'on va baptiser Industrie du futur, ça sera plus simple. Donc il y a une première offre qui est un diagnostic facteur R1 dont on vous parlera, dont je vais vous faire le détail par la suite. Une autre offre qui s'appelle Management du changement que vous détaillera ma collègue Anya Lehmann. Et une troisième offre qui s'appelle Lever des réticences, qui est une offre que l'on propose sur 5 jours d'intervention et qui sont assurés par un intervenant de l'ARACT et qui s'adresse à des entreprises qui seraient soit réticentes à se lancer dans ce genre de projet, dans le projet d'investir dans un nouveau logiciel, dans une nouvelle machine, ou que sais-je encore, parce que
On a peur d'une levée de bouclier de la part des salariés. On ne sait pas trop comment ça va réagir dans l'atelier. Ou encore parce qu'on est effectivement, on s'est lancé dans le projet et là, on est face à cette levée de bouclier. Et donc, avec notre expérience en fait dans le dialogue social, avec un projet qui s'appelle A-Réseau, on propose en fait d'accompagner ces entreprises qui seraient dans ces situations-là dans une levée des blocages avec 5 jours d'intervention. Voilà rapidement sur cette levée des réticences. Alors, du coup, j'enchaîne avec un zoom sur le diagnostic facteur humain, donc qui a pour ambition en fait de traiter les 6 axes de travail que vous voyez là. Et l'idée, c'est de travailler un peu sur ce que je vous ai expliqué auparavant sur Industrie 4.H, mais de façon plus modeste, en un jour. Donc, c'est un diagnostic. L'idée, c'est de mettre en visibilité, en fait, comment le facteur humain va prendre sa place au sein d'un projet qui peut être très ambitieux, tout comme tout à fait modeste, où je suis une PME, j'achète un ERP, je fais comment, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le travail de mes salariés? Ou je suis une entreprise avec les reins un peu plus costauds, j'investis dans une installation industrielle toute nouvelle pour moi, comment j'envisage ce projet-là au sein de mon entreprise. Donc l'idée, c'est au travers de 3 réunions, une première avec un groupe direction, une deuxième avec un groupe salarié, on va interroger le projet à travers une grille de lecture qui est commune et qui revient sur les 6 axes qu'on a vus précédemment. Et c'est d'identifier des pistes de progrès sur le facteur humain et surtout, tout ça dans le but de fiabiliser le projet. Ça dure une journée et c'est souvent que le début du chemin en fait. L'idée, c'est mettons déjà à plat les choses et au sein de, donc je vous ai parlé de 3 réunions, au sein de la 3e réunion, on va pouvoir voir quels sont les écarts, les points de rapprochement entre direction et salariés et comment on peut en fait goupiller tout ça pour qu'on s'accorde sur un point de vue commun et sur une marche à suivre qui permette d'avancer et de sécuriser le projet. Donc, quoi de mieux que des exemples pour vous expliquer qu'est-ce qu'on fait dans ce diagnostic facteur humain. Donc, on a fait le choix d'avoir 2 cas d'entreprise avec des projets qui sont très différents. Le premier, c'est une PME qui est en forte croissance, qui fabrique des instruments de mesure et qui décide de mettre en place un nouvel ERP. Parce que l'ERP qui est là actuellement est en fin de vie, la maintenance doit s'arrêter, que cette entreprise a une nouvelle clientèle internationale et donc de fait, l'ERP actuel ne convient pas pour gérer cette nouvelle clientèle internationale, il faut changer de logiciel. Et finalement, l'objectif, c'est bien d'accompagner la croissance, donc d'avoir un logiciel qui soit en capacité de gérer une croissance forte et une évolution de l'entreprise. Et donc, de ne pas avoir à changer de ERP tous les 4 matins parce qu'on arrive à saturation du système. La particularité de cette entreprise, c'est qu'elle a déjà connu l'installation d'un nouvel ERP et que ça s'est pas très bien passé. Donc, quand on est arrivé dans l'entreprise, le projet, tant pour les salariés que pour la direction, le projet a été jugé utile et nécessaire. Par contre, ça a suscité beaucoup de défiance de la part des salariés liée en fait à cette ancienne expérience d'installation de ERP. Ce qu'on a pu aussi voir, c'est un manque de transversalité et de communication entre les services. La direction jugeant que l'outil permettrait d'introduire cette transversalité, avis qui n'était pas partagé de tous. Et puis finalement, il y avait un manque de clarté dans le pilotage et dans la méthode choisie pour ce projet. Tout le monde était au courant qu'on allait installer un ERP, mais personne ne savait comment on allait s'y prendre et surtout qui allait piloter le projet. Ce qui générait en fait beaucoup de tensions chez les salariés en lien à cette fameuse expérience précédente où ça ne s'était pas très bien passé. Et là, il y avait une vraie demande de transparence. Ça allait impacter leur travail au quotidien, notamment sur les services de gestion. Et ils ne voyaient pas trop comment les choses allaient se mettre en place. Et donc, on voit bien sur le petit radar qui est fait, en fait, qu'on réalise à chaque diagnostic, où on voit bien, en fait, ces points de rapprochement et ces points d'écart. Et là, la mauvaise nouvelle, quand on regarde un radar comme ça, c'est que
le zéro étant, c'est là où plus on se rapproche du zéro, plus ça veut dire qu'on n'est pas solide en fait sur ces axes-là. Et on voit bien en fait au travers de la grille de lecture que les points d'accord se font sur les points où on est le moins solide. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on n'est pas solide sur la vision du projet, qu'on n'est pas solide sur la conduite du projet, que coopération, relation en entreprise, c'est un point à améliorer. Par contre, il y a de forts désaccords sur est-ce qu'on mesure bien les impacts que va avoir le projet sur le travail? Est-ce qu'on est d'accord qu'il y a une forte culture du changement dans l'entreprise? Est-ce qu'on est d'accord sur les compétences nécessaires au projet? Là, il y a des fortes divergences entre salariés et direction. Donc, il y a nécessité de dialoguer. Et donc, dans cette troisième réunion que nous avons pu faire, des pistes d'action se sont dégagées qui sont, par exemple, de désigner un pilote projet et de clarifier le rôle de chacun. Et ça, c'était l'étape 1. Hein. Vous lancez dans un projet, posez les choses clairement. Le deuxième, c'était de définir des key users afin de faire un état des lieux des difficultés et aussi de recueillir le besoin de chacun. Et c'était le troisième point, c'était de donner à voir la méthode et un calendrier. On est dans une entreprise, on était au début du projet, la direction ne voyait pas vraiment que ça allait poser problème, sauf que les salariés étaient déjà très au courant du projet et étaient déjà très tendus par rapport à ça. Donc, il était temps, en fait, de dévoiler un peu la stratégie. Et puis, surtout, il fallait engager le dialogue avec les salariés, notamment sur la transversalité. Il fallait poser cet objet comme un objet de débat et de négociation. Voilà un peu les objets de ce qu'on a pu ressortir de notre diagnostic facteur humain. On voit bien que là, quand on pose ce genre de piste d'action, l'entreprise elle est au début de sa démarche de prise en compte du facteur humain dans son projet et qu'il va falloir enchaîner sur autre chose. Deuxième cas d'entreprise, c'est une laiterie qui est plus petite que l'entreprise qu'on a vue avant et qui donc fabrique du flan, entre autres. Elle fabrique des desserts, entre autres, elle fabrique des flans. Et dans son dernier poste de fabrication des flans, les postes de remplissage, elle fait le choix d'automatiser ce poste-là, déjà pour conserver une rentabilité sur cette fabrication de flans. Ensuite, parce que la direction a mesuré que c'était un poste où il y avait beaucoup de turnover, et notamment à cause des conditions de travail à ce poste. Donc l'idée, c'était de prendre en compte la pénibilité, d'améliorer la qualité en fait de production, et aussi donc du coup de faciliter le maintien dans l'emploi et de limiter le turnover, et donc de faciliter le recrutement en disant nos postes sont moins pénibles, venez travailler chez nous. Et donc, de fait, des éléments de diagnostic qui sont beaucoup plus encourageants que les éléments de diagnostic précédents, où on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de points d'accord, on diverge un peu sur les impacts de projet, sur les compétences nécessaires au projet, mais ce qu'on constate, surtout dans les discussions, c'est qu'on discute beaucoup des aspects techniques, mais on a un peu oublié les aspects organisationnels dans ces discussions, qu'il y a beaucoup de confiance entre la direction et les salariés, ce qui permet justement d'avoir beaucoup de points d'accord et que les gens se retrouvent finalement dans une vision commune du projet. Et par contre, ce qu'on constate, c'est qu'on a une culture, ce que nous, on qualifie une culture du changement subi. C'est-à-dire qu'on installe la machine et puis on s'adapte. L'organisation s'adaptera à la machine sur le moment venu. Et on n'anticipe pas vraiment ces changements. Et finalement, on a de l'information, ça c'est super chouette, on a des moyens, ça c'est encore mieux, mais par contre, on n'a pas d'endroit où discuter de ces aspects organisationnels, de ces questions de conditions de travail, et donc ça manque un peu à tout le monde. Plutôt que de discuter entre deux portes, ce serait bien qu'on puisse se donner du temps pour en discuter posément. Et donc, les pistes d'action qui ont été développées, c'était déjà de mettre en place des réunions de projet pour anticiper et ne plus subir une nouvelle organisation. C'était aussi d'apporter des réponses aux salariés, puisque les réponses, on les a, la direction avait les réponses aux questions que se posaient les salariés. Il était temps de les partager et de les partager au sein, par exemple, d'une réunion de projet. Et puis, c'est une demande qui a émané des salariés et qui a été plutôt bien reçue de la part des dirigeants, c'était de dire créons un espace de discussion durable sur le travail, quelque chose qui se répète de façon plus durable.
pour justement faire remonter des difficultés du terrain, pourquoi pas orienter les prochains projets d'investissement, et puis surtout donner à voir à l'ensemble des salariés la stratégie de l'entreprise de demain. Voilà un peu des exemples. Qu'est-ce qu'on fait sur des diagnostics facteurs humains, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant de le faire sur des projets qui peuvent être très différents. Et là, je laisse la parole à ma collègue Ania. Alors, vous inquiétez pas, on est allé un peu vite, mais on essaiera de donner du temps de répondre à un maximum de questions par la suite. Je vais être moins longue. Donc, effectivement, le diagnostic du facteur humain, c'est une intervention un peu flash d'un jour où on va pouvoir pointer quelques axes de progrès, mais on n'accompagne pas la société dans la durée du projet. Et donc, il y a aussi une offre qui peut faire suite justement à ce diagnostic du facteur humain, qui est l'offre management du changement. Tu peux avancer ? Et donc, quelles sont les situations qui peuvent être prises en compte dans le cadre du projet Industrie du futur? Est-ce que tu as la possibilité de changer de version, Eliette, parce que c'est pas la bonne en fait? Non? Bon, laisse, c'est pas grave. Alors, il y a une petite erreur dans le titre. Donc, c'est un fabricant de meubles en kit qui est basé chez vous, en Haute-Savoie, et qui prend en fait un virage numérique. Historiquement, c'était un vendeur de B2B, donc via un VP6. Et aujourd'hui, elle ambitionne d'être un acteur B2C, donc de vendre directement via des marketplaces et via sa propre boutique en ligne. Donc, elle doit repenser aussi son organisation industrielle, notamment renforcer tout ce qui est logistique pour livrer chacun des clients à son domicile et également étoffer la fonction SAV. Et donc, pour cela, il va falloir embarquer tout le monde, imaginer une nouvelle organisation, faire évoluer certaines personnes dans l'atelier. Et donc, pour mettre tout ça en marche, bien, la direction a mandaté un consultant et Industrie du futur a financé cette intervention à hauteur de 50% des frais de conseil. Ensuite, Eliette. Une porte d'entrée complètement différente. Donc là, c'est en fait, pareil, il y a une erreur dans le titre. Donc, c'est un fabricant d'emballage en plastique qui est dans l'Ain, plutôt du côté du pays de Gex. La société a fait appel une première fois à un consultant et a élaboré une stratégie de croissance sur 5 ans. Les 3 premières années, ça se passe très bien. Effectivement, l'évolution du chiffre d'affaires suit les projections. Mais au bout de 3 ans, ça s'essouffle. La rentabilité reste en deçà de l'objectif. Et du coup, ça devient compliqué parce que la société s'apprête à intégrer par le moyen d'une croissance externe une autre société. Et si elle continue, enfin si la direction continue à être autant sollicitée par les managers intermédiaires de la société mère pour toute prise de décision, eh bien on va aller dans le mur. Donc, la direction, avant de réaliser cette croissance externe, souhaite redonner un peu de souffle, faire monter en autonomie ses managers intermédiaires, fluidifier la prise de décision, donc pour pouvoir s'occuper utilement de la société intégrée dans le groupe. Donc, la direction a décidé de refaire appel au même consultant que pour sa stratégie, donc de ne pas changer en fait la stratégie, mais d'imaginer une autre organisation, la montée en compétences, l'accompagnement des managers intermédiaires, Et à cette occasion, elle intègre le programme Industrie Future qui va en fait financer en partie la réintervention de ce cabinet de conseil. Et troisième cas, cette fois-ci, c'est un fabricant qui est basé dans un fabricant d'emballage technique pour du transport en camion frigorifié. C'est une société dans la Loire qui a été rachetée il y a à peu près 2 ans et demi, qui se trouve dans un bâtiment historique très joli, mais absolument pas pratique. Même la mise aux normes par rapport au feu s'avère très compliqué. Donc, ils ont décidé, ou le dirigeant a décidé de quitter ce site historique et de faire construire un nouveau bâtiment. Comme il ne connaît pas très bien en fait le métier de l'entreprise qu'il a racheté, eh bien, il souhaite
impliquer les salariés pour imaginer l'implantation des lignes de production, de les mobiliser, de répondre aussi à leurs craintes, à leurs questionnements. Donc aujourd'hui, quelqu'un, c'est l'exemple qu'il m'a donné, quelqu'un est venu le voir en disant aujourd'hui j'ai un bidon bleu sur ma droite, est-ce que demain je vais le trouver à droite ou est-ce qu'il sera rouge et sur ma gauche? Donc il a pris la décision de créer des groupes de travail, de faire émerger aussi les bonnes idées, de répondre aux questionnements et aux craintes. Et donc l'entreprise fait appel à un duo de consultants, un consultant plus orienté technique pour faire les simulations de flux dans ce nouveau bâtiment, les plans d'implantation, et un consultant RH qui va lui plus s'occuper d'embarquer les salariés dans ce projet, de co-construire la manière dont ils vont occuper ce nouveau bâtiment. Tu peux avancer. Donc, nous venons au programme Industrie Future, mais peut-être que vous avez déjà quelques questions à ce moment-là. On peut peut-être consacrer 5 minutes, parce que là, on a pratiquement fini. Donc, après, on va vous expliquer qui, au final, peut bénéficier des aides prévues dans l'Industrie du Futur et comment il faut faire pour intégrer le programme. Mais si vous avez d'ores et déjà des questions, on est à votre disposition. Dans le chat, on ne voit pas, mais… Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Je pense que les questions vont être sur l'éligibilité surtout. Donc, on aura peut-être plus après. Ok, très bien. Alors, le titre complet du programme, c'est donc Ambition Éco, être accompagné dans mon projet Industrie du Futur. Donc, il s'agit bien d'être accompagné, en l'occurrence par un consultant expert, et être financièrement aidé pour cela. Donc, la subvention, elle peut monter jusqu'à 16 000 € pour un maximum de dépenses prises en charge de 32 000 €. Donc, 50% de subvention sur 32 000 € de dépenses éligibles. L'entreprise négocie librement les termes de l'intervention avec son prestataire. C'est elle qui choisit, c'est elle qui signe le contrat avec le consultant. La seule limite à l'exercice consiste en fait à l'obligation de devoir piocher dans une liste de consultants référencés qu'on pourra vous présenter. On ne peut pas prendre entre guillemets n'importe qui, même si ce n'est pas péjoratif, mais il y a une liste préétablie. Donc pour le lot facteur humain, il y en a une bonne trentaine. Donc en principe, chacun peut trouver son bonheur. Donc l'entreprise avance les fonds, paye son consultant et se fait rembourser, encaisse sa subvention à la fin de la prestation. Elle a 2 ans pour réaliser l'accompagnement. On peut étaler dans le temps. En revanche, il y aura un seul remboursement par la région en fin de parcours. Alors, qui peut maintenant rentrer? Alors, qui est éligible? Et c'est là un peu la limite. Il y a beaucoup de programmes d'aide qui s'arrêtent à la PMI. Ici, on peut prendre en compte aussi, on peut faire entrer dans le programme les ETI. En revanche, on ne peut pas dépasser l'ETI. Donc, l'ETI, pour mémoire, c'est 5 000 salariés et 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et ça s'apprécie au niveau du groupe. Donc, si vous êtes un site français d'un groupe international, j'ai vu dans les inscrits, il y avait Stubli par exemple, pour ne pas nommer, eh bien, il faut apprécier la globalité du groupe. Donc, Bosch, bien que peut-être un petit site en Haute-Savoie, ne sera malheureusement pas éligible. Qu'est-ce qui est éligible? Ce sont donc l'accompagnement de projets de mutation vers l'industrie future et sans que pour cela, on soit obligé d'être dans l'amélioration de ce qu'on pourrait appeler l'état de l'art. On n'est pas dans le crédit impôt recherche. On est dans le futur de l'entreprise. Donc, par exemple, on a parlé d'ERP tout à l'heure. Installer un ERP en soi, ce n'est pas hyper innovant, mais ça peut être très innovant et impactant pour une entreprise donnée. Donc, c'est un projet de mutation, donc il peut être accompagné. Et toujours pour des prestations de conseil, non pas pour des investissements matériels. Pour ça, il y a d'autres solutions. Alors, on l'a évoqué un tout petit peu en passant tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit que le fabricant d'emballage thermique dans la Loire a fait appel à un duo de consultants, l'un sur modernisation de site et l'autre sur la conduite de l'accompagnement, du changement, pardon. Donc, effectivement, dans Industrie du Futur, vous allez trouver au total 21 lots.
Nous, on porte le lot capital humain pour le compte de la région. L'agence économique porte d'autres lots et l'ENE, donc l'entreprise numérique, porte encore d'autres lots. Donc, on peut également financer dans l'industrie future, par exemple, des preuves de concept de fabrication additive ou d'autres procédés avancés. On a eu récemment pas mal de projets autour de la femtoseconde, laser femtoseconde. Donc, il y a aussi des lots techniques. Et bien souvent, on a une co-intervention d'un consultant orienté plus technique. C'est notamment les 3/4 du temps, c'est le cas dans l'ERP, par exemple. Il faut bien quelqu'un qui écrive le cahier des charges, qui aide à sélectionner le prestataire, et quelqu'un qui aide les humains à adopter l'outil. Donc, c'est une possibilité de dispatcher son enveloppe de subvention sur un ou plusieurs consultants, mais ce n'est pas non plus une obligation. On peut aussi faire appel à Industrie Future pour un seul lot. Et la dernière slide, donc qu'est-ce qu'il faut donc faire? Eh bien, c'est assez simple. Il faut aller sur le site de la région, dont on vous donnera l'adresse juste après. Il s'y trouve une fiche appelée fiche d'intention. C'est un simple recto verso. On donne 2-3 informations sur la société, sur le projet, ce qu'on attend du projet, dans quel cadre il se situe. On coche le lot pour lequel on souhaite solliciter Industrie Future. On envoie tout ça à une adresse mail centralisée et quelqu'un va prendre en fait contact avec vous pour discuter plus en avant, pour voir si déjà la société est éligible, si le projet est éligible, et ensuite on met la suite en œuvre. Mais c'est pas très lourd, administrativement parlant, il ne faut pas prendre peur, ça se fait assez facilement. Et ça peut valoir le coup donc d'obtenir 16 000 € de subvention. Et donc toutes ces prestations vont vous être déroulées, certes, si malheureusement vous n'êtes pas éligible en tant que société, puisqu'il y a des limites en termes de nombre de salariés, au nombre de chiffres d'affaires, eh bien on peut au moins vous aider à trouver le consultant qu'on a préqualifié. On peut faire certaines prestations aussi nous-mêmes en tant qu'ARACT, donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Mais d'abord, place aux questions. Si, il y en a. Merci beaucoup. Avant de passer aux questions, je me permets une petite précision du coup sur ce dispositif Industrie du futur. On est Montblanc Industrie, on est ambassadeur sur ce dispositif, donc il ne faut pas hésiter aussi à passer par nous. Et après, nous on fait le lien avec la région et l'ENE et l'ARAC. Donc, n'hésitez pas à passer par nous en tout cas. Alors, il n'y a pas de questions dans le chat. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent poser une question directement par le micro. Bon, alors, moi, j'avais deux petites questions. Sur l'éligibilité, du coup, on a vu que là, sur ce dispositif-là, c'est juste pour recadrer, hein, les ETI sont éligibles. Par contre, sur les deux autres dispositifs, c'est que les PME. Est-ce qu'il y a des choses qui existent pour les autres types d'entreprises plus grandes que les ETI? Alors, généralement, les financements d'État, que ce soit tant par la directe ou par la région, s'arrêtent à l'ETI. Aujourd'hui, on n'a pas connaissance de dispositifs qui financeraient des entreprises qui seraient issues de groupes industriels plus importants, malheureusement. D'accord. Et sur les différents lots qui sont présentés dans le dispositif Industrie du futur, qu'est-ce qui est cumulable? Est-ce que les 16 000 €, c'est vraiment pour la totalité par entreprise? Est-ce qu'il y a des facteurs des choses qui sont cumulables? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je vais laisser Ania répondre, qui est plus au point que moi là-dessus. Je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir compris la question. Par exemple, si une entreprise, il y a différents lots qui peuvent être sollicités. Là, je vois par exemple concevoir quelque chose sur la fabrication additive et en parallèle le capital humain. Oui. Du coup, est-ce que les 16 000 €, c'est sur le total ou est-ce que c'est par lot?
Alors, la réponse de base, c'est le global. Alors, on peut avoir 16 000 € sur un lot technique et faire appel au diagnostic humain en parallèle. Ça, c'est possible puisque c'est gratuit, ça rogne pas sur les 16 000 €. Après, si l'entreprise s'inscrit dans un parcours un peu logique, c'est-à-dire que, par exemple, dans un premier temps, elle dit il faut que je revoie ma stratégie parce que voilà, on est en crise, il faut que je trouve d'autres débouchés. Elle fait un premier lot. Ensuite, elle dit oui, j'ai trouvé une idée, mais il va falloir que je valide que je puisse bien fabriquer ça avec telle ou telle technologie. Elle fait un deuxième lot. Ensuite, elle valide ça. Elle dit oui, c'est très bien, je vais aller plus loin, mais maintenant, je vais mettre en place ce projet. Je veux être accompagnée pour embarquer mes salariés. Elle peut faire appel au lot capital humain. Alors, si vraiment il y a un parcours un peu logique, ça s'étale sur les temps et sur plusieurs exercices de la région, on peut exceptionnellement accepter plusieurs enveloppes et donc de dépasser les 16 000 € de subvention. Mais la règle générale, c'est 16 000 € de subvention et après à l'entreprise de dispatcher sur le nombre de lots qu'elle veut. Elle peut tout mettre dans un paquet ou dispatcher. Donc j'entends qu'on peut postuler plusieurs fois dans le temps sur ce dispositif. On a l'exemple d'une entreprise où ça s'est passé comme ça, oui. C'est un fabricant de bijoux qui a testé la fabrication additive, qui a validé ça et qui a lancé un outil de production. Et on a accompagné au-delà des 16 000 €. Mais ça reste une exception, il faut bien argumenter. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Là, j'ai cru entendre que quelqu'un s'exprimait. Bon, apparemment pas. Dans le chat, il n'y a pas de questions non plus. Il y a peut-être une société qui a un projet en cours qui souhaiterait peut-être le partager pour voir si c'est dans l'esprit de ce qu'on vient de développer ou c'est peut-être trop tôt, il faut laisser décanter. Oui, il va peut-être falloir laisser décanter un peu et on donnera de toute façon les contacts aux besoins aux participants. Ah, on a une personne qui a des problèmes de micro, donc peut-être qu'il y avait une question. Dans le chat. Alors, on a une question qui est: est-ce que ces aides peuvent être allouées à des fins de formation uniquement, dans le cadre de la revalorisation du capital humain? Non. Formation, si vous entendez par là, formation à l'outil dans lequel vous allez investir, non, pour la simple raison que les consultants qui sont référencés dans le cadre du programme ne sont pas des formateurs, en fait, sur un outil en particulier. Donc, ça va pas être possible. Par contre, ce qu'on peut accompagner, c'est établir le plan de formation et la gestion prévisionnelle des évolutions des compétences. Ça, oui. Ça, on peut le faire. Très bien, merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou peut-être des cas en entreprise que vous souhaiteriez partager? Je ne sais pas si l'entreprise Pfeffer est avec nous. C'était annoncé. Je crois pas. Ok. Bon, on a
On a des remarques dans le chat qui sont nous allons y réfléchir. Donc effectivement, je pense qu'il faut laisser décanter un petit peu toutes ces informations. Si on a fait le tour des questions, bah, on peut peut-être clôturer du coup. Merci beaucoup hein, pour ces présentations et ces éléments. Je pense qu'effectivement, ça va faire germer peut-être quelques idées et les entreprises se tourneront vers vous ensuite. On enverra donc bien les présentations à tous les participants. Je pense s'il n'y a pas de remarques supplémentaires, on va libérer tout le monde. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous. Merci à vous et bonne soirée. Merci. 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 Bonne soirée. Au revoir. Merci.